Bonjour et bienvenue à l'École supérieure de journalisme de Lille pour cette journée porte ouverte à distance. L'ESJ Lille fête cette année son centenaire. C'est une école indépendante, associative, ni une école lucrative privée, ni une école publique, ni dépendante d'un actionnaire, ni dépendante de l'État. Une école qui est gérée par ses alumni, une école professionnalisante qui met au cœur de son action le compagnonnage, l'accompagnement des parcours différenciés des étudiants avec un taux d'encadrement très élevé des élèves par des professionnels. C'est une école ouverte, active dans ses partenariats, double diplomation avec Sciences Po Lille, une école ouverte sur la ville, sur la société. L'école a longtemps formé des journalistes généralistes, polyvalents. Elle continue à le faire, mais elle forme aussi maintenant des journalistes spécialisés et d'autres professionnels à la compréhension, la collecte, la fabrique de l'information, à la production de contenu pour des citoyens, des scolaires. C'est là tout le sens de notre engagement dans l'éducation aux médias et à l'information. Former des journalistes aujourd'hui dans une société bousculée par la désinformation, l'intelligence artificielle générative est encore plus indispensable qu'hier. Former des jeunes et des moins jeunes à un métier indispensable à nos démocraties est une tâche qui passionne tous les journalistes de l'école. Bonne journée porte ouverte à tous, à bientôt en physique à l'école. Alors, comme Pierre vient de le dire, l'école développe de nombreuses activités. Je vais vous parler plus particulièrement de la formation des journalistes, c'est notre cœur de métier. Cela prend différentes formes. Le diplôme principal de l'école, celui qui est le plus ancien et qui est reconnu par la profession, parmi 14 cursus en France, est un diplôme de grade Master 2. Dans le cadre d'un partenariat avec Sciences Po Lille, les étudiants et étudiantes sont diplômés de nos deux établissements. Cette formation est polyvalente et généraliste, c'est-à-dire que les étudiants et les étudiantes peuvent traiter de l'ensemble des sujets, de la géopolitique aux faits divers, et cesser à tous les types de médias, la télévision, la radio, l'écrit, le numérique. En première année de master, il et elle apprennent le métier de journaliste. En deuxième année, qui peut se faire en apprentissage dans un média, les jeunes journalistes se spécialisent dans un média, exemple la télévision, ou dans une thématique, par exemple les sciences ou l'investigation. À l'ESJ Lille, nous insistons beaucoup sur la rigueur dans la recherche d'informations, la vérification des faits, le respect des sources, les règles de déontologie de la profession. C'est également le cas dans nos deux filières de journalisme spécialisé, la licence professionnelle de journalisme de sport, qui accueille une quinzaine d'élèves, et la licence de presse de proximité, qui accueille une vingtaine d'élèves, tous et toutes en alternance dans un média. Plus que jamais, nous avons besoin de journalistes hautement qualifiés. Former les jeunes et les voir exercer le métier de journaliste dans les principaux médias en France et à l'étranger, c'est ce qui motive notre équipe pédagogique, qui pourra répondre à toutes vos questions. Alors bonjour à tous et à toutes. On va poursuivre donc les explications sur le master généraliste, qui est le diplôme historique de l'école. Euh, vous avez eu déjà quelques premières informations dans la présentation. C'est important qu'on revienne sur la question de la reconnaissance du diplôme. Donc, le diplôme historique, 14 cursus reconnus par la profession en France, par une commission qui s'appelle la CPNEJ. C'est une commission paritaire qui est composée de patrons et d'éditeurs de presse et de syndicats de journalistes et qui détermine, sur la base d'un certain nombre de critères, quelles sont les formations qui correspondent aux attentes de la profession une fois que les étudiants sont sortis de l'école. Donc, on insiste beaucoup, évidemment, au moment du choix des candidats, qui passent souvent plusieurs concours, sur cet élément-là, c'est-à-dire choisir un cursus qui est reconnu par la profession. C'est vraiment un gage important en termes d'insertion professionnelle à la sortie de l'école. Bien sûr, le diplôme est également reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur au niveau de grade Master 2, de même que le diplôme de sciences politiques de Sciences Po Lille, puisque c'est un double cursus, un double recrutement avec Sciences Po. Et ce diplôme est également reconnu en grade de grade Master 2. Donc, je vais revenir sur la composition en fait du master. En première année donc c'est une formation professionnelle. Une formation professionnelle, ça signifie que nous allons former des jeunes de telle manière qu'à la sortie de l'école, ils soient en capacité d'intégrer les rédactions et de répondre aux attentes du métier, de ce qu'on attend des rédactions. Donc ça, c'est une formation professionnelle
À peu près 80-85% de nos formateurs sont des journalistes professionnels qui sont en activité, soit salariés dans un média, soit pigistes, donc indépendants, mais qui sont des journalistes professionnels. Ça, c'est pour l'équipe pédagogique. En première année, je disais, nous allons former des journalistes. Je passerai la parole peut-être à Zoé Lamarche, qui est étudiante en première année de master, peut-être pour donner quelques détails. Moi, je vais vous expliquer un petit peu la philosophie. On forme des journalistes, c'est-à-dire que on apprend les bases du métier. On essaie différents médias, on touche à différentes thématiques, tout ça pendant l'ensemble de l'année universitaire. On a aussi une partie d'insertion professionnelle dans le sens où les étudiants font des stages, ont aussi des sessions de formation d'insertion professionnelle. Mais peut-être, Zoé, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu jusqu'ici? On est à peu près à mi-chemin de l'année. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as pu suivre comme enseignement jusqu'ici? Oui, bah, totalement. Du coup, jusqu'à présent, en fait, on a eu la découverte des différents métiers qu'on peut exercer dans le journalisme, filière plutôt, pardon. Et du coup, on a un peu fait des rotations. On a vu la télé, on a vu la radio, on a travaillé la presse écrite, on a travaillé le numérique. Donc, c'est assez vaste et ça nous permet, en fait, de toucher à tout, de découvrir ce qu'on aime le plus ou le moins et d'être assez bien formé pour ensuite, en deuxième année, se spécialiser davantage. On a aussi pas mal de conférences, on parle avec des professionnels, on découvre le métier davantage. Et là, à mi-chemin, on a aussi participé à des projets, on a vu la vie de rédaction entre nous, on a créé un magazine web et print, et on se prépare aussi pour les stages de cet été. Alors, on est aussi avec Damien Brunon, qui est à l'école responsable à la fois des enseignements numériques et des enseignements d'investigation, et notamment de la spécialisation investigation en deuxième année. Donc, on y reviendra tout à l'heure. On va développer un petit peu tout ce qu'on vous propose en deuxième année. Peut-être plus généralement sur ces deux thématiques, ce qui est proposé en première année. Oui, je vais peut-être commencer par à aussi inviter les gens qui nous suivent dans le webinaire à poser des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. On est là aussi pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à le faire. Oui, et bah, plus spécifiquement sur les enseignements numériques et d'investigation. Alors, dans le numérique, on a 3 rotations dans l'année pendant lesquelles on apprend notamment à faire un reportage avec un téléphone portable, ce qu'on appelle le mojo, le mobile journalism. On apprend à avoir des bases d'édition numérique, c'est-à-dire comment pouvoir travailler pour un média en ligne, comment on écrit un article sur un site web, comment on peut l'agrémenter d'infographies, comment on peut utiliser les données pour arriver à trouver des informations, comment on peut enquêter un petit peu en ligne. Et puis en première année, on a aussi une session dans laquelle vous êtes actuellement, qui est la session enquête de M1. Donc pendant la première année, on laisse alors une douzaine de jours en tout, mais sur une période d'un mois et demi pour que les étudiants puissent réaliser des enquêtes en binôme, avec voilà l'idée de permettre aux étudiants de s'essayer à cette démarche journalistique un petit peu particulière qui est celle de l'investigation et qui mène maintenant depuis 3 ans aussi à une nouvelle spécialité en deuxième année. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Alors, ce qui est important, en fait, en première année, c'est de permettre aux étudiants d'avoir un socle solide, voilà, les bases de ce qu'on doit savoir quand on est un journaliste, et surtout de leur donner la possibilité de choisir. Alors, ça se fait évidemment en dialogue avec l'équipe pédagogique, on discute beaucoup, au moment notamment du choix des spécialisations, au moment de l'apprentissage en deuxième année, j'y reviendrai aussi, mais c'est extrêmement important qu'en première année, on ait pu tester en fait les choses pour pouvoir se positionner d'une certaine manière. C'est aussi, et Damien vient de le dire, notamment sur la question de l'investigation ou du numérique, une base en fait qui est nécessaire. C'est-à-dire que quand on sort de l'école, qu'on a choisi de travailler dans tel ou tel média, par exemple, je vais prendre l'exemple de la télé, peut-être que 5 ou 6 ans plus tard, à la sortie de l'école, on va avoir envie de changer de média, on va avoir envie de changer d'employeur, de proposer une enquête, etc. Et donc, ce qu'on a appris en première année dans le cadre de ces fondamentaux, on va pouvoir s'appuyer dessus pour sortir, pour continuer et évoluer. Parce que c'est vrai que ça, c'est un constat qu'on a pu faire ces dernières années.
un étudiant qui sort de l'école, qui rentre dans un média à la sortie de l'école, il y reste pas forcément 20, 30 ans, comme ça pouvait être le cas il y a un moment, en fait. Hein. Aujourd'hui, on est dans un environnement économique et peut-être des choix aussi des jeunes d'essayer d'autres choses, de proposer d'autres choses. Donc, on est vraiment très attaché à cette première année qui est assez dense, je dois dire. Hein. Les étudiants nous le disent et on le constate aussi, qui est assez dense. Peut-être là-dessus, Zoé, est-ce que tu as l'impression que ça vous ouvre les possibilités pour choisir en deuxième année? Oui, moi je trouve que ça nous ouvre beaucoup de possibilités, puisque par exemple, on peut toucher à tout en télé, on peut autant filmer, donc être journaliste reporter d'image, que faire du commentaire, que faire de la présentation, écrire nos textes. Donc ça, c'est assez formateur. Aussi, je prends mon exemple, moi, il y a certains, par exemple, la radio, je n'en avais jamais fait auparavant. Et là, ça m'a permis de découvrir comment ça fonctionne, ce que j'aime moins. Et surtout, ça me permet de prendre confiance en moi. Quand je vais arriver dans une rédaction, je pourrais en fait me sentir beaucoup plus utile parce que je pourrais toucher je pourrais toucher un petit peu à tout, surtout aujourd'hui où dans un média, je prends par exemple en presse quotidienne régionale, on va toucher à la vidéo, autant qu'on va pouvoir écrire, autant qu'on va aller sur le terrain, ou peu importe. Donc je trouve ça très utile et très bénéfique même. Pour revenir, oui, c'est un petit peu dense. Après, enfin, je trouve qu'on prend du plaisir parce qu'on va réaliser nos sujets, on apprend, on les peaufine et on voit qu'on progresse. Donc finalement, ça nous donne confiance et on sait qu'après, on pourra postuler, ou non d'ailleurs, mais en tout cas se spécialiser dans le média ou dans la filière qui nous plaît le plus, qui nous correspond et se sentir utile. Et sans forcément nous donner la réponse, mais est-ce que toi, de ton côté, tu as déjà un petit peu avancé dans cette réflexion? Oui, pas mal. Et ça s'est confirmé grâce aux rotations notamment. D'accord. Bon, on a déjà quelques petites questions. Alors, peut-être la première question, je vais y répondre, et puis la deuxième, je laisserai Corinne y répondre. La première question, bonjour, est-ce qu'il y a une spécialisation art en deuxième année? Non, a priori, on ne fait pas de contenu artistique. Si vous êtes intéressé par ces questions-là et par l'image, notamment, il faut peut-être se diriger plus vers une école de cinéma ou une école d'art, a priori. La deuxième question, elle est posée, c'est quelle différence entre l'obtention d'un BUT journalisme reconnu et celle d'un master reconnu? Est-ce la même reconnaissance? Je vous parlais de 14 cursus reconnus. La plupart de ces cursus sont des formations au niveau master, donc comme celle de l'ESJ. Il y a deux écoles qui proposent une formation post-bac, c'est Lannion et Cannes. Donc elles sont reconnues par la profession, la CPNEJ, comme je disais au début, mais ce sont des formations de ce type-là. Après, il y a différentes reconnaissances. Moi, je vous parle de la reconnaissance de la CPNEJ, qui est la reconnaissance de la profession. Après, il y a des reconnaissances universitaires, il y a toutes sortes de labels. Et moi, je vais vous parler de cette reconnaissance-là, de la profession. Peut-être qu'on peut embrayer sur la deuxième année, comme ça on aura vraiment le socle un petit peu général. Donc la deuxième année, c'est effectivement l'année où on va se spécialiser, donc on va d'une certaine manière creuser un sillon. Encore une fois, je disais, ça se fait en dialogue avec l'équipe, mais bon, c'est évidemment au départ un étudiant ou une étudiante qui a un projet professionnel, hein, que nous, on va essayer d'accompagner au maximum. Une petite précision, il n'y a pas d'apprentissage en première année, mais il est possible de faire sa deuxième année en apprentissage. Globalement, ça intéresse ces dernières années les 2 tiers des étudiants. Donc, on a les 2 tiers d'une promo qui fait sa deuxième année en alternance. Hein, donc, une alternance, un mois entre l'école et une rédaction. Et puis ensuite, une fin d'apprentissage, c'est à peu près 5 mois où on reste globalement dans la rédaction. Donc ça, c'est le choix que font à peu près les 2 tiers des étudiants. Ça a plutôt tendance à augmenter ces dernières années hein, pour des raisons qui sont identifiées, c'est-à-dire il y a une politique publique en France d'aide à l'apprentissage, donc qui touche aussi les étudiants en journalisme. Il y a une demande des étudiants qui ont envie à un moment de mettre les mains dans le moteur, si je puis dire, et puis une demande aussi des médias qui sont assez intéressés à l'idée de recevoir dans leur rédaction, même pour une période d'un an en alternance, des jeunes journalistes qui viennent peut-être apporter des choses différentes par rapport à la rédaction existante. Donc, possibilité de faire de l'apprentissage et ensuite, et évidemment en harmonie avec le média dans lequel on fait son apprentissage, 6 spécialités différentes, certaines qui sont assez classiques et qui ont quasiment toujours existé, c'est-à-dire sur des médias. Donc, on a une spécialité télévision, soit rédacteur, rédactrice, soit JRI, journaliste, reporter d'image, donc pour travailler dans des chaînes de télé hein, en général. On pourra développer s'il y a des questions là-dessus, mais globalement, une spécialité radio,
une spécialité numérique. Peut-être je laisserai Damien, puisque c'est lui qui la coordonne, donc en dire un petit peu plus. On a également une spécialité investigation, idem, Damien pourra nous en dire plus. Cette spécialité est assez récente. C'est une spécialité plurimédia, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur un seul média, mais là, on travaille l'enquête, l'investigation. Et on peut l'appliquer à différents types de médias une fois qu'on est dans une rédaction. Et ensuite, on a une spécialité toujours plurimédia qui est le journalisme à l'international. Donc là, cette année, par exemple, on a une dizaine d'étudiants qui ont pour projet de travailler soit à l'étranger, soit dans un média tourné vers l'international. Et ils travaillent également sur différents types de médias, radio, télé, écrit, numérique. Et idem pour le journalisme de sciences, c'est la plus récente. Là, ce sont des étudiants qui au départ, souvent, pour une bonne partie d'entre eux, ont une formation scientifique, qui veulent être journalistes de sciences, qui sont identifiés comme tels au moment du recrutement, et qui donc en deuxième année font du journalisme plurimédia, mais avec des journalistes de sciences, en fait, hein, où on creuse aussi, évidemment, de façon assez approfondie la thématique. Peut-être pour donner deux exemples de spécialités et voir un peu comment ça s'organise à l'intérieur du cursus. Eh bien, donc, oui, donc moi, au sein de l'équipe pédagogique, je m'occupe particulièrement des spécialités numériques et investigation. La spécialité numérique, c'est une spécialité qui a pour objectif de former des journalistes qui aussi bien pourraient aller travailler sur les sites web des médias classiques, donc lemonde.fr, lefigaro.fr, l'équipe.fr, etc. Aussi bien dans leurs services vidéo, le Monde, le Parisien ont des services vidéo assez fournis, où il y a beaucoup de travail, ou des médias spécialisés, Brut, Loopsider, et formation qui peut amener aussi à travailler dans des plus petites structures, plus nouvelles. Je pense par exemple à Hugo Décrypte ou des médias de ce type-là. La spécialité investigation, elle a, elle, pour objectif, donc comme le disait Corinne, de permettre aux étudiants d'acquérir un certain nombre de compétences nouvelles dans le monde de l'investigation qui sont assez recherchées par les médias. À l'heure actuelle, je pense notamment aux compétences qu'on appelle OSINT, l'Open Search Intelligence, qui est en fait le fait d'arriver à enquêter de manière approfondie sur Internet, ou le data journalisme, sont des méthodes d'enquête qui permettent de trouver des informations dans les bases de données. Et là, les profils qui peuvent sortir de cette spécialité, c'est aussi bien des journalistes qui vont aller travailler, par exemple, dans des services de vérification de l'info. Je pense, par exemple, au service Check News à Libération, ou aux décodeurs au Monde, aux observateurs à France 24, que des profils, par exemple, plus télé, qui vont vouloir aller travailler en agence de production pour des émissions comme Complément d'enquête, Cache Investigation, et des profils plus indépendants, ce qu'on appelle des pigistes multicartes, des gens qui, une semaine, vont faire un papier pour Mediapart, la semaine d'après pour le Canard enchaîné, la semaine d'après pour les pages enquête du Monde, etc. On a pas mal de questions, peut-être que je peux relancer sur ces questions-là. Oui. Alors, on a plusieurs questions euh, qui concernent le concours, c'est-à-dire comment on entre dans le master et à quoi il ressemble. Donc, je vais peut-être faire un point là-dessus, puis après, je te donnerai la parole sur une autre question. Après, je compléterai sur les autres aspects. Oui, d'accord. Hein. Tu veux le faire maintenant? Peut-être comme ça, on est dans la Allez, foulée. on répondra aux questions Donc, après. mais rapidement, donc je vous parlais des autres spécialités. Je vais rester sur les spécialités qui sont pluriformats. Comme la spécialité journaliste de sciences et la spécialité journaliste à l'international. Donc là, les sessions, elles sont à la fois des sessions où on refait des techniques, radio, télé, écrit, numérique, c'est-à-dire on retravaille sur les supports, en fait, hein. Et aussi, on travaille évidemment avec des journalistes qui sont spécialisés sur les questions internationales. On propose aussi du contenu de culture générale. Par exemple, les étudiants en SP Inter ont suivi un cours qui était proposé par le journal Le Monde sur la Russie. Et on voit l'actualité aujourd'hui nous montre que avoir des bases solides sur ce qui concerne la Russie aujourd'hui en Europe, ça peut être intéressant pour des journalistes qui vont travailler à l'international. Donc, on propose ça. Et il y a aussi un projet de fin d'année pour les étudiants qui sont en SP Inter à l'étranger qui s'appelle le projet Carte Postale. Idem pour les journalistes de sciences. On retravaille sur l'ensemble des supports journalistiques, le son, l'image, l'écrit. Et ensuite, il y a des projets également qui sont thématisés, par exemple les étudiants de l'aspect sciences
vont travailler sur un projet à la manière du magazine Epsilon, qui est un magazine assez récent d'information scientifique à destination du grand public. Les étudiants vont travailler avec des journalistes de cette rédaction et vont refaire une édition d'Epsilon au mois de mars, par exemple. Donc ça, c'est pour les autres spé plurimédia. Et ensuite, on a l'aspect radio, donc format classique, de l'antenne, du reportage, des sessions thématisées plutôt Radio France, plutôt Europe 1, plutôt RTL, RFI, donc aussi tourné vers l'international. On thématise certaines sessions pour permettre aux étudiants ensuite de pouvoir évidemment intégrer une rédaction de radio. Même chose pour la télévision. On retravaille. Alors là, on a deux groupes à l'intérieur de la spécialité. On a des rédacteurs-rédactrices, ce sont les gens qui font les reportages, qui présentent à l'antenne les sujets, des JRI, journalistes reporters d'images, qui filment les reportages. Évidemment, c'est un travail d'équipe. On travaille aussi beaucoup sur les passerelles entre les deux spécialités, parce que de plus en plus de médias sont assez sensibles au fait qu'un jeune journaliste soit capable à la fois de filmer et à la fois de faire de la présentation et de faire du reportage. Donc voilà, on travaille aussi pas mal là-dessus. Même chose que pour la radio, il y a des sessions thématisées. Donc on va faire une session avec des journalistes d'M6, on va faire des sessions avec des journalistes de France Télévisions, des journalistes de TF1. Donc là, on creuse la couleur éditoriale en fait des différentes chaînes. Donc ça, c'est évidemment important pour les étudiants. Et même chose, il y a aussi un travail de long format, donc qui s'égrène un peu sur toute la spécialité, où les étudiants vont produire un documentaire, un format plus long de 26 minutes. En tout cas, cette année, c'est ce qui est prévu et qui peut varier d'une année à l'autre en fonction de la thématique. Mais voilà, on essaye de permettre aux jeunes qui sortent de cette spécialité à la fois d'intégrer des rédactions qui sont sur de l'actu chaude, et en même temps pour ceux qui souhaitent plutôt s'orienter vers le long format ou le documentaire. Voilà. Et après, effectivement, quand je vous décris l'ensemble de ces spécialités, il y a parfois, pour certains projets professionnels, différentes possibilités. C'est-à-dire qu'on peut être, par exemple, en spé investigation et apprenti dans une boîte de production, où on va faire de l'image aussi. On peut aussi faire le choix de faire plutôt l'aspect télé, où il va y avoir du news, mais du long format. Ça, c'est vraiment l'essentiel du dialogue qu'ont les étudiants avec l'équipe pédagogique, c'est-à-dire en fonction du projet professionnel et de ce qu'on a pu, nous, identifier pour les étudiants en première année, on va leur conseiller de plutôt prendre telle direction, évidemment, en fonction de leur projet professionnel. C'est évidemment ça qui est prioritaire. Et ça permet de répondre à une des questions qui a été posée dans le chat. Il n'y a pas de spécialité presse écrite à proprement parler depuis à peu près une dizaine d'années. Généralement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les accueille pas et qu'ils n'ont pas la possibilité d'entrer sur le marché du travail. Il n'y a plus de spécialité presse écrite parce qu'il n'y a plus nécessairement une attente assez forte sur le marché du travail pour spécialiser des profils, en tout cas un nombre d'étudiants assez important. Uniquement à l'écrit. Uniquement à l'écrit, bien sûr. Voilà. Mais en réalité, dans les spécialités internationales, investigation numérique et sciences, on travaille l'écrit et on est amené à travailler pour des médias de presse écrite. D'ailleurs, on a pas mal d'alternance dans des médias de presse écrite. Donc, il n'y a pas de spécialité à proprement parler de presse écrite, mais on continue quand même à travailler. On a la possibilité, si on a cette envie-là, de travailler sur ces thématiques-là en deuxième année. Et je compléterai, l'écrit, c'est évidemment la base Ouais, en première année. C'est là-dessus qu'on travaille les fondamentaux. Et c'est extrêmement important. Il y a une question aussi sur le nombre de spécialisations qu'on choisit en deuxième année. On n'en choisit qu'une, tout simplement. Et il y avait une autre question sur est-ce que le choix est libre et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes à qui on impose une spécialité? Le choix n'est pas totalement libre. Enfin, on a quand même un nombre limite de personnes dans chaque spécialité qui fait que si une année dans une spécialité, il y avait une très forte demande, il faudrait qu'on fasse des choix. La réalité ces dernières années, c'est qu'en fait, la répartition se fait assez naturellement et qu'on est obligé de refuser personne dans aucune spécialité. Donc, c'est plus simple pour tout le monde. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Peut-être, alors tu avais prévu de parler un peu du concours, parce qu'il y a plusieurs questions sur comment rejoindre le master, ça c'est la question très large. Combien y a-t-il de places en M1 donc oui, je vais peut-être parler un peu du concours. Voilà. Donc, alors sur la mécanique du concours, je te laisserai ensuite la parole, Damien, si tu veux, puisque Damien, au sein de la direction des études, est chargé de piloter le dispositif des recrutements.
Plus généralement, il y a une seule condition pour pouvoir passer le concours, le recrutement du master, c'est d'avoir validé une licence ou bien 180 ECTS. Hein, ça, c'est vraiment le principe de base. Et il n'y a pas d'autres indications ou prérequis en termes, par exemple, de spécialité de licence, etc. On est évidemment attaché au fait que le métier de journaliste doit être pratiqué par des étudiants et puis des jeunes professionnels qui viennent de directions voilà, un petit peu larges, en fait. Voilà. Il se trouve que dans les faits, on a beaucoup d'étudiants qui ont plutôt fait des sciences humaines, qui ont fait des études de sciences politiques, etc., ce qui n'est pas complètement incohérent, c'est-à-dire que quand on veut être journaliste, effectivement, s'intéresser aux choses du monde, à la manière dont marche le monde, ça paraît quand même d'une certaine manière assez logique. Et peut-être je vais continuer rapidement sur les éléments qui sont nécessaires pour intégrer le master. Et Zoé, si tu es d'accord, je te laisserai la parole pour expliquer un petit peu toi ton parcours et à quel moment tu t'es dit, bah, c'est ce métier-là, comment ça s'est mis en place pour toi, hein, si tu veux bien. Donc, valider une licence ou 180 ECTS, c'est un recrutement qui est assez sélectif dans la mesure où on a, en tout cas l'an dernier, cette année on ne sait pas, puisque les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 mars, c'est un recrutement qui est sélectif, on a beaucoup de candidats. L'année dernière, on avait à peu près 1000 candidats pour voir à peu près 250 étudiants à l'oral et en bout de course prendre 70-75 étudiants chaque année. Donc, c'est sélectif, c'est-à-dire que bah, effectivement, c'est un recrutement, un concours qui se prépare. On ne vient pas là en ayant vu de la lumière à la fenêtre, quoi, hein, ça, on se donne les moyens. Peut-être tu nous diras, oui, comment tu t'es mis en ordre de marche par rapport à ça. Donc, il faut se préparer. Et donc, bah, il y a deux phases. La phase d'admissibilité, mais ça, Damien donnera peut-être plus de détails là-dessus. Et ensuite, une admission, donc avec un oral à distance. Depuis bah, la crise sanitaire, mars 2020, notre concours se fait à 100% à distance. Donc, les gens ne viennent plus passer un écrit sur place et ne viennent plus non plus pour les oraux. Zoé, est-ce que tu peux expliquer toi un petit peu ton parcours en formation initiale avant d'intégrer l'école et comment est né un peu ce projet de devenir journaliste? Totalement. Bah, déjà, mon parcours avant d'intégrer l'école, j'ai fait une licence à la Sorbonne Université de lettres, édition, médias audiovisuels, après un bac littéraire. Et j'avais de l'éducation au journalisme et aux médias. Donc, on avait un apprentissage, mais c'était vraiment, ça représentait 10% de tout mon cursus. C'était surtout beaucoup de rédaction, de culture générale, de littérature. Ensuite, je me suis préparée au concours pendant ma L3. Mi-L3, j'ai fait une prépa pour avoir un suivi d'actu, travailler en profondeur et pas me contenter juste d'une lecture lisse, vraiment aller plus loin. Et non, bah, en fait, mes journées étaient rythmées matinales, différents journaux, de l'actu tout le temps, tout le temps, tout le temps, de l'actualité. Apprendre à mieux angler mes sujets aussi, parce que en fait, dans les dossiers, on rédige sous un format journalistique, donc il faut un angle, il faut vraiment être précis. Donc ça, c'est quelque chose, bah, à force de lire, de regarder des émissions, j'essayais de comprendre, ok, cet angle-là, il a été tenu jusqu'au bout. À mon tour de faire pareil avec les sujets qui me plaisent. C'était un petit peu intense. Après, je le voulais vraiment parce que ça faisait depuis 2017 que je voulais intégrer l'ESJ. J'avais fait un stage d'été d'une semaine où en fait on avait touché un petit peu à tout, à la télé, à la radio, à la presse écrite, mais une semaine c'est très court. Et donc j'ai fait des stages entre-temps et je me suis dit, bah, on va passer le concours. Donc c'est intense, mais ça vaut le coup de le faire parce qu'à la fin on est content et surtout beaucoup d'actualité. Moi, c'est vraiment ce qui rythmait mon quotidien, bah, encore aujourd'hui, mais l'actualité, la lecture, la radio, documentaire, la télé. Voilà. Ok. Peut-être plus généralement, Damien, sur la mécanique du concours, hein, Oui, bah, tu t'as dit on beaucoup peut de choses, hein. Il n'y a, développer. y a pas grand-chose à dire. En effet, il y a, généralement, en tout cas ces dernières années, on a à peu près 1000 candidats qui se présentent. Donc, dans chaque promotion à l'heure actuelle, il y a 75 étudiants, il y a 50 Français généralistes, il y a 10 étrangers généralistes et il y a les 15 journalistes scientifiques. Et ces trois groupes ouvrent des portes de recrutement différentes. Donc, quand on parle des 1000 candidats, c'est les 1000 candidats pour les 50 Français généralistes. En effet, il y a une première étape sur dossier, mais un dossier pédagogique, c'est-à-dire qu'en fait, on va vous envoyer un mail avec des questions auxquelles il faudra répondre et vous serez corrigé et sélectionné ou non pour arriver à la deuxième phase, qui est la phase d'admission.
Et cette phase d'admission, c'est donc, comme le disait Corinne tout à l'heure, un oral de 40 minutes, avec 20 minutes plutôt dédiées à l'actualité. Zoé en parlait, c'est quelque chose auquel on attache quand même beaucoup d'importance dans le recrutement. Donc, il faut une maîtrise de l'actualité. Il faut savoir ce qui se passe dans le monde, en gros, aussi bien du coin de la rue au bout du monde. Et ensuite, un entretien de motivation d'une vingtaine de minutes où on va plus échanger sur votre projet professionnel, dans quelle direction vous voulez aller, ce que vous voulez faire dans la vie, et où on va essayer de comprendre si vous, bah voilà, si vous êtes renseigné un petit peu sur l'univers dans lequel vous dites vouloir vous diriger. Voilà. Et puis cette année, il y aura potentiellement une épreuve d'anglais aussi pour les personnes qui n'auraient pas de certification officielle. Voilà. Et les résultats arrivent au début juin, dans mon souvenir. Je vais donner Voilà. on peut le faire maintenant peut-être Bah, peut-être. afficher le calendrier, comme ça vous avez bien les dates en tête. Donc l'inscription administrative en ligne, elle est ouverte jusqu'au 4 mars. Ensuite, le 11 mars, les candidats donc, qui ont validé leur inscription vont recevoir des consignes pour pouvoir constituer le dossier pédagogique. Dossier pédagogique qu'ils auront une semaine pour réaliser, donc jusqu'au 18 mars. Ensuite, ces dossiers pédagogiques vont être corrigés par des journalistes professionnels, des membres de l'équipe pédagogique, mais aussi des personnes de l'extérieur. Et ensuite, les résultats d'admissibilité seront envoyés aux candidats le 6 mai. Pour l'instant, on a une fourchette du 13 au 31 mai pour l'organisation des oraux. Évidemment, chaque candidat admissible va recevoir la date prévue pour son oral personnel. L'ensemble des résultats d'admission seront envoyés aux candidats le 10 juin. Et les candidats, pardon, les étudiants, étudiantes, auront jusqu'au 17 juin pour valider leur inscription. Pourquoi cette date du 17 juin? C'est une date qui a été identifiée par l'ensemble des 14 écoles reconnues. L'idée pour nous, c'est de permettre aux candidats, et il y en a, et aux candidates qui réussissent plusieurs concours, de pouvoir vraiment faire un choix en prenant un peu le temps de réfléchir. Alors souvent, ils ont quand même un petit peu anticipé cette réflexion, hein, donc c'est pas toujours en une semaine qu'on le fait. Mais bon, parfois, quand on a le choix entre deux ou trois écoles différentes, on a besoin d'un tout petit temps pour pouvoir se dire, bah, tiens, je vais plutôt aller dans cette école-là plutôt que dans cette école-là. C'est vrai que c'est important de faire un choix, de se sentir bien, en fait, à la fois, évidemment, par rapport à ce que propose l'école. Bon, évidemment, nous, on est plutôt, comment dire, optimiste. On a l'impression, le sentiment que l'école propose une formation de qualité, mais d'autres formations proposent également des formations de qualité. C'est important que l'étudiante puisse être en adéquation avec le programme. Il y a aussi souvent des questions qui sont liées à la géographie, c'est-à-dire, ben voilà, est-ce que je vais à Paris, est-ce que je ne vais pas à Paris, est-ce que je peux me loger à tel endroit, est-ce que je reste chez mes parents ou est-ce que je quitte mes parents? C'est souvent un élément quand on discute avec les candidats, évidemment, qui est prépondérant. Donc voilà, vous avez là ces éléments de calendrier. Donc ben, ayez bien en tête 4 mars, c'est-à-dire ça va arriver assez vite pour l'inscription administrative en ligne. Peut-être répondre à un certain nombre de questions. Oui. On en a beaucoup, donc je vais peut-être répondre rapidement à quelques questions courtes. Est-ce que l'on peut faire une classe prépa littéraire puis rentrer dans le master ou pas? Alors, ce que vous avez fait avant de rentrer dans le master, bah, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est que vous ayez 180 crédits européens. Et si je dis pas de bêtises, les 2 années en prépa ne donnent que 120, donc derrière, il faut aller en licence. Donc, une prépa toute seule ne suffit pas. Il faut aller jusqu'à Bac+3 pour pouvoir tenter le concours du master. Après, que vous ayez fait une classe prépa, que vous ayez fait une licence, il y a certaines personnes qui sont en reconversion. Dans la promotion, on a une ancienne vétérinaire, une ancienne pharmacienne, un ancien militaire, donc des gens qui avaient une vie professionnelle avant. Ce que vous avez fait avant, tant que vous avez 180 crédits ECTS, ça nous intéresse parce qu'on a envie d'en parler avec vous, mais là, on a des profils au niveau de divers. l'inscription, évidemment. Au niveau de Après, l'inscription, ah oui. oui. Après, quand on discute, notamment au moment de l'oral, évidemment, ce qu'on va aller chercher, c'est pas se dire telle formation ça va, telle formation ça va pas, etc. C'est la cohérence de votre projet. C'est-à-dire, à un moment, vous avez décidé de faire tel type d'études qui a priori ne sont pas les études qui m'aident au journalisme. Il y a forcément une raison, ce n'est pas un problème, mais voilà, comment vous en parlez, comment vous expliquez tout ça, évidemment, ça va nous intéresser au niveau de l'oral. Mais au moment de l'inscription, c'est administratif, c'est 180 ECTS. Alexis Lamely nous demande, lors de notre 2e année de master, le choix d'une spécialisation est-il définitif ou est-il possible de changer en cours d'année
il est définitif. Ah oui. En tout cas, à l'heure actuelle, peut-être que ça changera un jour, mais à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il est définitif. Comment se prépare-t-on au concours? Je crois que ce que nous a expliqué Zoé tout à l'heure est assez éclairant. Nous, on va attacher beaucoup d'importance à deux choses, une maîtrise de l'actualité, une connaissance de l'actualité du monde dans lequel on vit, et un intérêt pour cette actualité, et un projet professionnel qui tient la route et qui est notamment généralement soutenu. Ça me donne l'occasion de répondre aussi à une autre des questions. Soutenu souvent quand même avec une approche du métier, alors au travers de stages, de rencontres avec des journalistes, d'un intérêt poussé pour le métier. Il y a une question qui est posée sur est-ce qu'il faut absolument avoir fait un stage? Non, mais on est souvent plus pertinent et plus intéressant lors d'un oral de motivation quand on a passé quelques temps dans une rédaction. Et c'est normal parce qu'on est allé voir à quoi ça ressemblait. Peut-être sur les stages, je vais apporter une petite précision. C'est vrai qu'on a des candidats qui, sur leur CV, alignent voilà, pas mal de stages, ce qui est très bien, évidemment, comme vient de le dire Damien, quand on a les mains dans le moteur, ben, ça permet de voir et surtout de vérifier si c'est vraiment le métier qu'on a envie de faire. Ça, c'est une certitude. Après, ce n'est pas la prime non plus au nombre de stages. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de se dire à un moment, qu'est-ce que ce jeune homme ou cette jeune femme a mis en œuvre, a mis en place pour essayer de vérifier ce qu'est ce métier et est-ce que c'est vraiment le métier qui lui correspond. Et donc ça peut se faire, évidemment, le plus classique et sans doute le plus productif, ça reste le stage, mais ça peut aussi être effectivement des rencontres. Les journalistes, en général, ils aiment assez bien parler de leur métier, voire d'eux-mêmes, c'est pas trop un problème. Donc, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez aller parfois, même en local, il y a une manifestation, vous allez voir un ou une journaliste de la rédaction locale, de France Bleu, du journal régional du coin, vous allez un peu parler. Enfin voilà, il y a pas mal de manières d'essayer de voir si c'est un métier qui correspond. En tout cas, ce que nous, on veut éviter, c'est d'intégrer quelqu'un qui, en fait, après se rendrait compte, alors ça peut arriver, évidemment, à 20 ans, on peut changer d'avis, évidemment, il y a rien de dramatique, mais d'intégrer des gens qui n'ont pas bien compris ce qu'était le métier de journaliste et qui vont tomber un petit peu du grenier à la cave. Peut-être, Zoé, tu peux compléter, mais nous, on pense que c'est un métier qui est un métier difficile, qui est un métier exigeant, qui demande du temps, qui demande de l'énergie, du temps de cerveau disponible quand même assez régulièrement. Et c'est un métier qui est important, il y a une responsabilité sociale des journalistes, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on diffuse, les conséquences que ça peut avoir sur la vie d'un pays. Et si on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels les médias ne sont pas libres, les journalistes ne sont pas libres, et en général, ce n'est pas un bon indicateur. Je ne sais pas si vous avez conscience, quand vous arrivez dans une école de journalisme, à quel point c'est un métier qui est exigeant à ce niveau-là. Oui, on est déjà assez conscient. Moi, par exemple, j'ai pas fait énormément de stages, mais les petites expériences que j'ai eues en rédaction, déjà, ça m'a permis de d'échanger et de découvrir la rigueur, l'importance des différentes relectures, de bien choisir ses sources. Enfin, on m'a un petit peu appris, en fait, une journée type du journaliste. Ensuite, quand on arrive en école, on est déjà assez conscient parce qu'on parle avec les autres étudiants qui ont tous d'autres expériences. Et donc, du coup, on peut mêler toutes ces expériences et se rendre compte, ah, toi, tu as vu ça, comment ça se passait, on en discute, etc. etc. Et on le fait dans notre apprentissage, en fait. Quand on écrit un papier, même pour un exercice, c'est pas forcément publié, mais nous, on sait qu'on doit toujours faire attention. Il y a une responsabilité, on transmet de l'information, on ne doit pas faire de la désinformation. Et ça, on le voit en amont, on le découvre avec d'autres journalistes, on discute avec eux, mais on le fait beaucoup aussi quand on arrive à l'ERJ pour être prêt. Et entre nous, on discute beaucoup. Après, je sais aussi qu'on avait tous quelques petits projets à côté, chacun fait ses petites choses dans le milieu du journalisme, et donc du coup, ça aide aussi à avoir une plus grande ouverture du secteur et une plus grande ouverture d'esprit sur comment on va être un bon journaliste. Quelques questions encore rapides. Est-ce que le concours est commun aux 14 écoles reconnues? Non. Non. Il l'a été à une époque, il le Enfin, sera. certaines des écoles reconnues, pas l'ensemble, hein. Mais mais il y a très longtemps, Oui, il y a il y a une 30 ans. dizaine d'années, il y avait un petit groupe d'écoles qui faisaient des Oui. épreuves communes, mais c'est Aujourd'hui, plus du tout. tout le monde, C'est tout le monde vraiment, en son en compte. fait, on se retrouve ces écoles, et d'ailleurs on discute très régulièrement de principes un peu généraux, mais chacune des écoles est indépendante, a des statuts complètement différents, hein. Au début de la présentation, Pierre Savary, le directeur de l'école, a expliqué que nous étions une association de loi 1901. Ce n'est pas le cas des autres écoles, elles ont d'autres statuts, notamment la plupart sont universitaires, hein, intégrées à des universités. Donc, vraiment, on est très indépendants les uns des autres.
Est-il possible de passer le concours plusieurs fois? Oui. Moi, à titre personnel, qui Noli. était étudiant ici il y a 10 ans, je l'ai passé 2 fois. Et dans la promo, si je dis pas de bêtises, on a une étudiante qui l'a eu au bout de la 4e fois en M1. Donc oui, oui, on peut avoir besoin de persévérance pour y arriver. Alors, il y a des questions un peu plus. Alors, je vais remonter. Watcho demande, bonjour, le master est-il accessible en formation continue en VAE? J'ai déjà un master 2, je suis actuellement correspondante locale à Ouest France. Euh, Alors, le master est disponible en VAE, c'est une obligation légale, hein, donc tous les cursus universitaires doivent être ouverts à la VAE. Dans le cas de figure évoqué, mais j'invite, c'est un garçon, ce jeune homme, à revenir vers nous directement, ou cette jeune femme à revenir vers nous directement. C'est pas le cas de figure de la VAE. En général, les dossiers de VAE qu'on a pu à traiter sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont en général 10, 15 ans, 20 ans d'expérience. Là, dans son cas, il faudrait regarder ce qu'il a déjà étudié et si il y a des formations plus courtes à prévoir, etc. Mais la VAE, on est plutôt sur, à un moment, plutôt à mi-carrière, une espèce de bilan un petit peu de ce qu'on a fait. Et voilà, c'est pas tout à fait dans le cadre de la VAE. Mais, voilà. Mais c'est ouvert à la VAE, le master est ouvert à la VAE. il y a plusieurs questions de personnes qui se disent je suis en terminale, puis je rejoins l'ESJ en post-bac. Alors là, on est sur un webinaire qui parle du master. Juste avant, pendant 1 heure, il y a eu un webinaire sur ce qu'on appelle l'Académie ESJ, qui est justement notre formation en post-bac. Donc, je vous inviterai à aller voir ce webinaire. Peut-être que tu veux en dire un mot, Corinne. Très rapidement, en fait, hein, je vous disais tout à l'heure, pour intégrer le master, on est assez sensible au fait que les jeunes viennent de cursus différents et que ce soit assez large, parce que c'est ce qui fait la richesse à la fois d'une promotion à l'ESJ, mais aussi de la profession, hein, des profils différents, des parcours différents. Néanmoins, on a, nous, créé, il y a 10 ans, une formation en lien avec l'Université de Lille. Donc, il y a 26 parcours universitaires avec lesquels on est en partenariat, qui permettent aux étudiants qui suivent ces parcours et qui donc ont été reçus au recrutement pour intégrer l'Académie ESJ, qui permettent aux candidats de travailler à la fois leur licence, par exemple leur licence de lettres, leur licence de sciences politiques, leur licence d'histoire, et en même temps d'avoir un tiers de leurs enseignements ici à l'école qui leur permet de comprendre le monde des médias et le métier de journaliste et qui leur permet de préparer les concours des écoles de journalisme. Donc, on peut proposer cette formation-là pour les étudiants, les jeunes lycéens qui posent des questions. Voilà, il faut creuser un peu effectivement le webinaire sur l'académie, mais c'est une possibilité. On a un taux de réussite à la suite de ce parcours qui est assez intéressant. Bonjour, je voulais savoir si les étudiants sont recrutés directement après leur master à l'ESJ ou non. Le taux d'employabilité peut-être. Alors, il y a une slide là-dessus avec des chiffres qui sont un tout petit peu anciens, mais dans ce qu'on a pu voir ces dernières années, qui ne sont pas complètement éloignés de la réalité d'aujourd'hui. Ils datent de 2021, ces chiffres. L'objectif de l'école, c'est effectivement d'insérer immédiatement après la sortie de l'école les étudiants et les étudiantes dans les rédactions. Et concrètement, c'est ce qui se fait. On a, je vous le disais, les 2 tiers des étudiants qui font leur 2e année en apprentissage. À peu près une moitié d'entre eux continuent à collaborer avec le média dans lequel ils ont fait leur apprentissage, sous forme de pige, sous forme de CDD, de remplacement, etc. Les étudiants qui font un apprentissage dans une rédaction, pas forcément envie de rentrer dans cette rédaction. C'est une manière de faire sa 2e année de formation. Certains, évidemment, ont envie de rester dans la rédaction. Les médias, parfois, utilisent l'apprentissage simplement parce qu'ils souhaitent contribuer à la formation des journalistes. D'autres, parce que c'est une manière de recruter, donc d'avoir quelqu'un dans une rédaction pendant un an, ça permet de voir si ça va coller. Et si ça colle, il n'y a pas forcément des deux parts et d'autre, il n'y a pas vraiment de raison de s'en priver. Hein. Donc, c'est une manière d'intégrer une rédaction. Mais nous avons des statistiques qui sont très précises sur l'employabilité de nos étudiants qui ne sont pas apprentis, donc ce qu'on appelle, nous, les temps pleins à l'école. Et l'insertion professionnelle est excellente
excellente aussi pour les étudiants qui ne sont pas apprentis. Quand on n'est pas apprenti, on fait des stages en fin de cursus, des stages qui sont trouvés par l'école, qui sont en adéquation avec les spé, qui sont en adéquation avec le projet professionnel de l'étudiant. Et donc, forcément, ça permet à ces jeunes de pouvoir éventuellement rester dans la rédaction à la suite de cette période de stage. Donc, en termes d'insertion professionnelle, vraiment, c'est l'objectif de l'école et ça marche. On a ce qui est peut-être nécessaire de préciser, c'est une indication concernant le statut en fait, des jeunes journalistes à la sortie de l'école. Effectivement, quand on sort immédiatement de l'école, on a rarement un CDI, mais ce n'est pas propre au métier de journaliste et aux médias. Hein. C'est effectivement dans pas mal de secteurs d'activité, on commence par des statuts qui sont des statuts plus précaires, comme le CDD. Alors, dans la profession, il y a aussi le statut de pigiste. Donc, le pigiste, c'est un salarié. Il est salarié de rédaction, mais de plusieurs rédactions. Il a plusieurs employeurs, en fait. Hein. Il est journaliste indépendant et pigiste. C'est le statut d'environ 35% des jeunes dans les 5 ans qui suivent la sortie d'école. Hein. Donc, c'est un statut que certains affectionnent, préfèrent et voudraient changer pour rien au monde. D'autres qui subissent parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé un CDI dans un média qui les intéresse. Ils peuvent trouver des CDI, mais peut-être ce n'est pas exactement ce qui les intéresse. Donc, ils vont préférer cette forme de précarité de statut, mais pour travailler dans les domaines qui les intéressent. Donc voilà, il y a vraiment, vraiment différents parcours à la sortie de l'école, mais évidemment, c'est un sujet qu'on travaille pendant les 2 ans avec les étudiants, et l'insertion professionnelle à la sortie de l'école est très bonne. Alors, quelques petites questions. Oui, alors, étant donné qu'il n'est pas possible de faire une alternance en M1, à combien s'élèvent les frais de scolarité, s'il vous plaît? Alors, justement, j'allais embrayer sur la partie financière, et donc vous allez avoir aussi une slide qui va s'afficher et qui rassemble tous les éléments financiers, à la fois les frais de dossier qui sont évolutifs aussi en fonction du taux de bourse des candidats. Pour la scolarité, même chose, vous avez des tarifs qui sont différents en fonction du taux de bourse, donc qui vont pour les non-boursiers. Donc pour les non-boursiers, il y a 3 tarifs différents, parce que bon, quand on est non-boursier, parfois on est non-boursier à pas grand-chose. Donc, il y a un tarif qui n'est pas forcément le tarif le plus élevé. Donc, il y a 3 tarifs différents pour les non-boursiers, de 4 800 € l'année jusqu'à 5 800 €. Et puis, ça va décrescendo en fonction du taux de bourse. Pour les taux de bourse les plus élevés, la scolarité est de 1 €. C'est symbolique, mais c'est lié à des questions techniques qui font que ça ne peut pas être 0. Mais voilà, la scolarité est gratuite. Il y a des aides aussi qui sont possibles. Il y a une bourse qui est la bourse Fontaine, la bourse des anciens de l'école, qui permet non pas de payer l'intégralité des scolarités, mais quand même d'aider des étudiants et de diminuer un petit peu ces frais de scolarité. Voilà pour la réponse à cette question. Je vais peut-être lancer quelques petites questions rapides. Concernant le stage en M2, est-ce que le SJ nous aide à le trouver? Si nous n'avons pas de stage, alors le master ne sera pas validé. Donc oui, à l'ESJ, on accompagne énormément les étudiants dans les différentes spécialités, dans la recherche d'alternance, dans la recherche de stage, que ce soit le stage d'été entre la première année et la deuxième année, qui se passe en presqu'île régionale, ou la deuxième année en alternance ou les stages en M2. Donc oui, on accompagne énormément, à tel point que on peut souvent entendre certaines écoles de journalisme ou pas, dans lesquelles on entend que les étudiants doivent trouver eux-mêmes leurs alternances ou leurs stages. Nous, c'est quasiment l'inverse. On leur interdit quasiment de trouver tout seul parce qu'on veut être sûr de savoir ce qui va se passer dans les médias. Donc, on accompagne. Et donc, oui, c'est vrai que si on ne fait pas de stage, ça fait partie de la reconnaissance de notre école, le fait qu'on puisse faire des stages pour nos étudiants. Donc oui, on n'est pas diplômé, mais comme on vous accompagne pour avoir des stages, la question En fait, moi, ne se pose pas. en 15 ans, je n'ai jamais vu ce cas. On n'a jamais pas diplômé un étudiant parce qu'il n'avait pas de stage. Voilà. Serait-il possible de... D'accord. Alors, peut-être une question pour sauver. Quelqu'un demandait quelle prépa tu avais fait. Du coup, moi, j'ai fait la prépa IP Sup après parce que je me suis pris un peu dernière minute, mais il y a plein d'autres prépas, c'est pas la seule. Moi, je parle de celle que je connais, j'ai fait IP Sup et ça m'a bien aidé à avoir un bon suivi d'actu, ça m'a bien aidé à faire mon travail de mon côté. Après, j'avais quand même une charge de travail personnel, enfin, je m'étais mis un rythme. C'est pas que la prépa, c'est le rythme aussi que j'ai choisi qui a fait que j'ai pu en être là aujourd'hui. On a peu de temps, mais je vais essayer de répondre rapidement à quelques questions. Est-ce que la certification Voltaire peut être un plus sur un dossier?
On attache de l'importance au niveau de français, donc oui. Après, on ne va pas se mentir, ce ne sera pas l'élément capital de votre dossier. Ce qui nous intéresse, c'est surtout votre suivi de l'actualité et la motivation de votre candidature. Les compétences en anglais, bah, c'est un peu pareil. C'est important pour nous. On attend des étudiants qui rentrent dans notre école d'avoir un niveau minimum d'anglais assez élevé, au moins de compréhension orale. Après, ce n'est pas non plus un enjeu capital dans votre candidature. Voilà, on avait quelques questions sur notre coopération avec Sciences Po Lille, le master, qu'est-ce que ça apporte, comment ça fonctionne, est-ce que tu veux en dire deux mots? Bah, toute la partie, une bonne partie des enseignements théoriques euh, qui sont liés au métier de journaliste, puisqu'en fait les cours à Sciences Po de nos étudiants sont des cours qui sont conçus pour des étudiants en journalisme, spécifiquement pour nos étudiants. Ce ne sont pas des cours à la carte. Je vous donne un exemple, ce n'est pas un cours d'économie, mais c'est un cours d'économie des médias. Ce n'est pas un cours de sociologie, mais c'est un cours de sociologie du journalisme qui est adapté. C'est-à-dire que bah, l'idée, quand on apprend à devenir journaliste, on ne doit pas s'arrêter de penser en parallèle parce qu'on apprend des techniques. Hein. Donc, on continue à avoir des enseignements théoriques, généraux, pour enrichir sa culture générale, pour comprendre des sujets qu'on n'avait pas forcément compris avant, en termes géopolitiques, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est plutôt la partie Sciences Po. Et il y a un petit mémoire de stage en début de deuxième année qui est lié au stage en presse régionale. Et parce que je vois deux petites questions encore. Doit-on remplir le même dossier en mars en étant à Sciences Po Lille? Oui. Tous les candidats, peu importe d'où ils viennent, rempliront le même dossier. On a un peu plus de temps. Comment? On peut répondre à la question, on a un peu plus de temps. Ah, on a un peu plus de temps, d'accord. Et faut-il s'inscrire à Sciences Po et à l'ESJ Lille? À partir du moment où vous êtes pris dans le master de l'ESJ Lille, vous êtes pris en master à Sciences Po Lille également, donc vous n'aurez pas le choix, en fait. Mais dans le cadre de la candidature, vous n'avez pas à vous inscrire à Sciences Po Lille, vous allez sur le site de l'ESJ, vous allez vous candidater au concours sur le site de l'ESJ, et ça fonctionne pour tout. Et même, je compléterai dans la suite du cursus, les deux cursus sont liés et les deux diplômes sont liés. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on imagine un cas totalement imaginaire d'un étudiant qui n'irait pas en cours à Sciences Po et qui ne validerait pas et qui ne passerait pas ses partiels et qui ne rendrait pas son mémoire. Il ne serait pas diplômé de Sciences Po par conséquent, mais il ne serait pas non plus diplômé de l'ESJ. Les deux diplômes, ce n'est pas la carte, en fait. Hein, c'est un cursus qui est conçu doublement. Je suis en train de lire. Il y avait une question notamment concernant le Master 2 Climat et Médias. L'ESJ propose un Master 2 à distance spécialisé dans le journalisme environnemental intitulé Climat et Médias. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Et est-ce que cette formation est cumulable avec une autre spécialité? Alors, vraiment très rapidement, parce que c'est Olivier Abalin que je vous invite à peut-être contacter directement. Vous trouverez ses coordonnées sur le site de l'école qui gère ce master pour nous. Il est proposé à l'ensemble des candidats. Hein, c'est un master 2, donc en une année. Donc, tout le monde peut évidemment s'y inscrire à condition d'avoir un niveau de master 1. Dans les faits, ce sont souvent plutôt des gens qui sont déjà des professionnels, journalistes ou communicants, et qui viennent chercher dans ce master une compétence supplémentaire sur ces questions-là, environnementales et climatiques. On a, il y a quelques années, une étudiante de Master 2 qui avait, en parallèle de son Master 2, ici à l'école, suivi aussi une partie du Master Climat et Médias et avait complété par la suite. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Voilà, il faut parfois être un petit peu raisonnable sur l'accumulation des différents cursus en parallèle. Ce qui est certain, c'est que pour revenir au master généraliste, c'est extrêmement difficile, enfin Zoé, peut-être tu me confirmeras, de faire autre chose en parallèle du master. Hein. Les semaines sont vraiment très denses, il y a beaucoup de travaux personnels, on propose aussi des piges aux étudiants, il y a des stages, enfin, c'est On vraiment s'ennuie pas. dense. Comment? On s'ennuie pas, généralement. Voilà, on s'ennuie pas, donc c'est vraiment difficile. Alors, évidemment, certains jeunes ont des contraintes économiques qui font que bah, y a parfois des petits boulots qui doivent s'insérer dans tout ça. Et ces étudiants sont très courageux et réussissent à le faire. C'est extrêmement courageux de leur part, mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Encore quelques Ouais. petites questions. Est-il conseillé de faire la télépréparation au concours pour mieux se préparer? Donc la télépréparation, c'est une préparation à distance que l'ESJ propose.
Bah oui, Oui. ça peut vous aider. Maintenant, c'est pas parce que vous avez fait la télépréparation qu'on va vous prendre et c'est pas parce que vous n'avez pas fait la télépréparation qu'on ne vous prendra pas. Mais comme n'importe quelle préparation, bah, ça peut vous aider à vous préparer. C'est Donc, vraiment ce qu'a dit Zoé dans son intervention là-dessus, c'est-à-dire c'est un accompagnement aussi, c'est une espèce d'aiguillon, c'est-à-dire vous avez des rendez-vous réguliers, vous avez des travaux à rendre, etc. Donc ça aide en fait à travailler, mais tu le disais, l'essentiel du travail, c'est un travail personnel. Hein. quelle est la charge horaire semaine? Alors, en théorie, en gros, les cours commencent à 9h15 le matin, se terminent à midi, midi et demi, de 14h à 18h. Ça, c'est la théorie parce qu'en réalité, les cours débordent toujours un petit peu, il y a des réunions, mais donc on est quand même sur un volume horaire, encore une fois, assez important. Et quand il y a des projets comme l'attitude que vous venez de terminer, donc le projet de magazine, ou bien l'enquête, etc., c'est vrai que la notion d'horaire, elle est quand même, on va dire, un petit peu plus floue, quoi. Hein, Mais tu comme dans le métier. confirmes, mais comme Je dans le métier. confirme. Voilà. Le master est-il accessible après une licence pro de journalisme? Alors, de fait, oui, puisque la seule condition pour pouvoir passer le concours, c'est d'avoir 180 crédits. Et donc, si on a une licence pro, on a 180 crédits européens. Maintenant, même si ça nous arrive chaque année d'accueillir des gens dans le master qui ont fait une licence pro en journalisme avant, on va souvent s'interroger sur pourquoi Pourquoi? poursuivre dans des études de journalisme quand on en a déjà fait. Mais ça, c'est une des Parce que questions. l'objectif d'une licence pro, et d'ailleurs, juste après, le webinaire qui suit concernera la licence professionnelle de proximité. Son objectif, c'est de travailler à l'issue de la licence. C'est vraiment l'objectif de la formation, qui est une formation très professionnelle, notamment à 100% en alternance. Donc, enfin, 100% des étudiants sont en alternance. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler dans la foulée. Mais effectivement, à partir du moment où on a 180 CTS, on peut s'inscrire au concours. Je suis en train de passer mon permis en parallèle des concours. Est-ce que c'est rédhibitoire de ne pas l'avoir au moment de ma candidature? Non. Même si on voulait que ce soit rédhibitoire, c'est illégal. Donc, la question ne se pose pas. Par contre, c'est une très bonne initiative de passer votre permis parce qu'on incite énormément nos étudiants pendant les 2 années de master à passer leur permis parce que en fait, c'est utile quoi, dans Un le métier. journaliste sans permis, c'est quand même très compliqué. Pour l'insertion dans certains médias, là, pour le coup, ça peut être rédhibitoire de ne pas l'avoir. C'est-à-dire que certains médias, au moment de l'étude des dossiers d'apprentissage, de stage, de fin de cursus, n'examinent pas les dossiers d'étudiants qui n'auraient pas leur permis, en fait. Donc, c'est quand même un problème. D'autant plus que voilà, il peut y avoir une discrimination aussi liée, enfin économique. Hein, il faut avoir les moyens de passer son permis. Et c'est vrai que c'est un sujet assez préoccupant pour nous. Mais voilà, si vous avez la possibilité de le faire, plus vite c'est fait, mieux c'est. Voilà, et on est tous d'accord pour dire que un journaliste sans permis, ça lui complique quand même beaucoup la vie. Et les médias en sont conscients aussi. Il y a quelques petites questions, parce que je suppose qu'on approche de la Voilà, il fin, nous reste deux aussi sur minutes. la possibilité d'aller à l'étranger. Donc, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il est possible de partir à l'étranger, stage à l'étranger, semestre à l'étranger? Et peut-on faire un séjour à l'étranger pendant le master? Alors, sur la question internationale, on a un accord avec une université au Québec, l'Université de Laval. Donc là, il y a un échange possible qui est structuré, qui est organisé et qui existe depuis longtemps à l'école. On a chaque année un, deux ou trois étudiants qui partent faire un séjour de 3 mois au deuxième semestre de la première année à Laval. Et à l'inverse, nous accueillons, nous, en début de deuxième année, éventuellement des étudiants québécois. Donc ça, c'est un échange qui est institutionnalisé et qui est intéressant. Ensuite, on a certains étudiants qui demandent une année de césure entre leurs 2 années. Souvent, c'est parce qu'ils ont un projet à l'international et notamment la maîtrise d'une langue. Et donc, dans ce cas-là, ils vont par exemple dans une région du monde qui les intéresse et pour laquelle ils ont envie d'apprendre la langue ou de perfectionner leur langue. Donc, c'est le cas cette année. Nous avons 2 étudiants qui sont actuellement au Liban dans une école de langue pour apprendre l'arabe ou perfectionner leur arabe. Et ensuite, pour les stages, évidemment, il y a aussi des possibilités de faire des stages à l'étranger. Pas Ça, des c'est alternances, mais des non, stages. alors les alternances, pour une alternance, mais ça c'est la loi qui le dit, il faut que le média ait son siège en France pour pouvoir, parce que vous savez que l'alternance c'est un contrat de travail, donc c'est tout à fait réglementé et tout à fait cadré, donc il faut que le média ait son siège en France, mais ça pourrait être dans l'hypothèse, par exemple un média qui a son siège en France, mais qui a un bureau à l'étranger, à Bruxelles, à Londres, ça pourrait être, voilà, dans les faits, souvent c'est pas le cas, mais ça pourrait.
On a encore quelques questions, petites questions, si on a On y du temps, va, mais ouais. oui. Euh, Bon, alors, en quoi consiste le projet carte postale? On revient au tout début de notre D'accord. discussion. Alors, le projet carte postale, c'est un lieu à l'étranger qui est identifié pour un groupe cette année d'une dizaine d'étudiants de l'aspect international. Ils vont se rendre dans ce lieu. Donc, l'année dernière, c'était en Serbie et l'année précédente En Danemark. au Danemark. C'est une espèce de carte blanche, c'est-à-dire que les étudiants produisent soit en son, en image ou à l'écrit un reportage en ayant passé une semaine dans le lieu, donc le pays, la ville en question, le tout encadré par la responsable pédagogique de cette spécialité et souvent un ou une journaliste sur place qui travaille pour des médias français mais qui connaît très très bien le secteur pour produire voilà, des sujets qui sont réunis. Alors c'est la forme en fait, hein, qui sont réunis, auxquels on peut accéder numériquement parlant via une carte postale avec l'idée que voilà, on est à l'étranger et on envoie une carte postale et c'est le principe, la philosophie. Peut-on faire ce master et se spécialiser dans le domaine du sport pendant les stages? Oui. Bah, tu as peut-être des exemples dans ta... Oui, tout à fait. Bah, cette année, bah, chaque année, dans chaque promotion du master généraliste, il y a souvent 3, 4, 5 profils plus sport. Oui, oui, on peut être dans le master et se spécialiser dans le sport. Je pense, bah, d'ailleurs, une de mes étudiantes est en alternance à l'équipe, Tessa. En Euh, télé, on en a à Canal+. À Canal+, tout à fait. Et moi, j'en ai aussi en stagiaire, là, qui est un qui est notamment en stage au Parisien Sport et qui va aller à l'équipe au mois d'avril. Donc oui, c'est tout à fait possible. Après, il faut aussi garder en tête que l'ESJ propose aussi une formation, une licence pro journalisme de sport, donc qui est pour le coup une année de licence qui forme au journalisme sportif, au journalisme de sport, où vraiment, pendant un an, on ne fait que ça. Donc, si vous êtes sûr et certain que c'est le journalisme de sport qui vous intéresse, il faut peut-être regarder aussi cette filière-là, parce que le master, on peut faire du sport à l'intérieur, mais c'est un master généraliste. On va toucher à tout, on ne va pas faire que du sport tout le temps. Donc, il faut l'avoir en tête. Donc, mais il doit y avoir un webinaire sur le journalisme de sport un petit peu Voilà, plus tard un peu aujourd'hui. plus tard dans la matinée. Donc, ben, on va devoir conclure. Avant de passer la parole à Laurent Brunel, qui est responsable pédagogique de la licence pro de proximité, donc qui va nous succéder, ben voilà, je voulais qu'on puisse conclure sur des éléments qui nous tiennent beaucoup à cœur à l'école, qui sont les valeurs du métier que vous voyez affichées là. Ce métier est régi par des chartes internationales auxquelles on croit et qui sont enseignées ici à l'école. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on est très, très sensible et très à cheval aussi, et qui s'égrènent dans chacune des sessions très concrètes de formation des étudiants au fil des semaines sur le fait, le recoupement des informations, la fiabilité des sources, extrêmement important aussi le respect des personnes, de nos interlocuteurs, des gens qu'on interviewe, qui doivent être éminemment respectés, et puis évidemment de façon plus générale sur l'indépendance des médias et des journalistes et le droit à l'information et à la liberté d'expression. Voilà, sur ces mots, voilà, on passe la parole à Laurent Brunel.